Voici un quadrilatère ABCD, une droite D. À l'aide de cette droite D, on peut déplacer cette figure. On peut la transformer. Voici un papier calque. Grâce à ce papier calque, je vais pouvoir transformer cette figure ici, en utilisant cette droite. Il me suffit simplement de plier ce calque le long, ici, la droite D. Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens la figure symétrique de ABCD par rapport à la droite D. La figure que j'obtiens, elle est bien sur cette feuille ici, elle est bien sur cette surface plane. Vous vous souvenez, cette surface plane, il faut bien qu'elle soit illimitée dans toutes les directions. On ne pourrait pas représenter de droite, par exemple. C'est pourquoi la symétrie par rapport à une droite, on l'appelle une transformation du plan. Vous vous souvenez, quand vous voulez faire le symétrique d'un point par rapport à une droite, vous pointez avec votre compas n'importe où sur la droite. Vous allez, par exemple, ici, jusqu'au point C, et vous faites un arc de cercle ici. Alors évidemment, on ne va pas faire un arc de cercle trop grand, c'est-à-dire que on sent que ce point C, par pliage, il va se retrouver dans cette zone. Ensuite, vous reprenez votre compas, vous allez n'importe où sur la droite D, à nouveau. Le plus pratique, c'est d'aller de l'autre côté, ici. Vous allez jusqu'à C, et vous allez faire ici un deuxième arc de cercle. Eh bien, l'intersection de ces deux arcs de cercle, c'est le point C', symétrique du point C par rapport à la droite D. On fait le même travail pour les points A, B, D, on obtient A', B', D', et on obtient la figure symétrique de ABCD par rapport à la droite D. La symétrie par rapport à une droite, c'est une transformation du plan. On dit aussi symétrie axiale, l'axe étant la droite D. La figure A', B', C', D' est dans le même plan que la figure ABCD. Voyons maintenant un point de vocabulaire. On va s'aider d'un D ici, que vous voyez. On a ici le nombre 4 en chiffre romain. Bon, c'est rien d'autre qu'une figure. Pour transformer ce 4, je vais m'aider ici d'un miroir. Vous voyez ici 4. Je l'approche du miroir ici, j'obtiens 6. L'image de 4 est donc 6. On a transformé cette figure, 4, en 6. Est-ce que c'est une transformation du plan? Certainement pas. Le plan qui contient 4, ce serait un plan ici vertical, comme ceci. Ce n'est pas une transformation du plan, mais on va garder un élément de vocabulaire, c'est ce mot « image ». L'image de 4, c'est 6. L'image, c'est le transformer. Pour les transformations du plan, on emploiera donc aussi le terme image. L'image de ABCD par la symétrie par rapport à la droite D, eh bien c'est A', B', C', D'. On a vu une autre transformation du plan. On s'aidait d'un point. On prenait le papier calque ici, on ne va pas plier, mais on va faire un demi-tour en utilisant le point O. Je pointe ici mon compas, l'aiguille de mon compas sur O, et je fais ce demi-tour. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens la figure symétrique de ABCD par rapport au point O. Pour faire le symétrique proprement de C par rapport à O, je ne vais même pas tracer ici la droite CO.
je sais que O sera le milieu de CC'. Donc ce que je peux faire, je peux directement prendre ici la distance entre C et O. Je sais que C', O et C sont alignés, donc mon arc de cercle, je vais le faire dans cette zone. Ensuite, qu'est-ce que je prends? Ma règle, tout simplement. Et je vais avoir ici le point C'. Après avoir fait le même travail pour BDA, on obtient la figure symétrique par rapport à O. Alors cette symétrie par rapport à un point, elle s'appelle une symétrie centrale. Et ce point est le centre de la symétrie. C'est bien sûr une transformation du plan. La figure qu'on obtient est bien dans le même plan que la figure de départ. Et A', B', C', D', c'est l'image de ABCD par la symétrie par rapport au point O. Vous vous souvenez que ces deux transformations du plan, la symétrie centrale et la symétrie axiale, elles conservent les longueurs, elles conservent l'alignement des points. Si j'ai AED aligné, j'aurai forcément A', E', D' d'aligné. Elles conservent les angles, elles conservent les aires, etc. Nous allons découvrir une autre transformation du plan. Regardez cette figure en vert. Qu'est-ce qu'elle représente? Un skieur qui utilise un remonte-pente. Observez bien le déplacement de cette figure en vert. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Comment la caractériser? À aucun moment on incline la figure, on ne la déforme pas, on ne la fait pas tourner. Regardez bien la trace laissée par quelques points que j'ai pris sur la figure. Regardez bien. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette trace? Le câble du remonte-pente, on peut très bien l'assimiler à une droite D. Donc ce déplacement de la figure se fait parallèlement à la droite D, comme on le voit sur ces traces. Un tel déplacement parallèlement à une droite est une translation. Translation, cela vient du latin translatio, transporter. La translation se fait par exemple ici parallèlement à D1. J'augmente l'angle de la pente, parallèlement donc à une droite D2. Et je continue. J'ai ici des translations différentes. Le déplacement n'a pas lieu parallèlement toujours à la même droite. Avant de poursuivre, un point de vocabulaire important. Vous connaissez tous ce jeu, il s'agit du Pac-Man. Regardez le personnage jaune, Pac-Man. Il est en déplacement, vous le voyez. La direction de son déplacement, là, c'est une droite qui serait comment? Horizontale. Bien sûr, une fois je peux aller vers la droite, une fois je peux aller vers la gauche, mais c'est toujours la même direction que j'utilise. Je change maintenant de direction. Là, je change enfin de direction. Si je veux seulement changer de sens, je vais aller vers le bas, vers le haut, mais le déplacement se fait dans la même direction. Ici, mes déplacements sont toujours dans la même direction. Reprenons notre exemple. On a donc le skieur à sa position de départ, et puis j'effectue un mouvement, un déplacement, un glissement parallèlement à la droite D1. J'effectue donc un mouvement de translation. Ma figure de départ, je peux l'appeler la figure 1, et puis j'ai la figure 2.
Qu'est-ce qu'on peut dire alors de la figure 2? La figure 2, c'est l'image de la figure 1 par une translation. Ce qu'on sait seulement, c'est que cette translation s'effectue parallèlement à la droite D1. Reprenons notre situation de départ. On a donc notre skieur qui va ici effectuer un mouvement de translation. Il est à sa position de départ et j'effectue un mouvement, un déplacement, un glissement parallèlement ici à une droite D. On a donc la figure de départ, la figure qui est ici en vert, le personnage, que je peux appeler figure 1, et puis ici, à l'arrivée, la figure 2. Qu'est-ce qu'on peut dire de la figure 2? La figure 2, c'est l'image de la figure 1 par une translation. La seule chose qu'on sait, c'est que cette translation, elle se fait parallèlement à une droite D ici. Donc on va pouvoir dire que la figure 2, c'est l'image de la figure 1 par une translation ayant pour direction la droite D. Ah oui, souvenez-vous de ce qu'on vient de faire là avec notre Pac-Man. Cette droite D, elle indique bien la direction du déplacement. Mais attention, pensons au Pac-Man de tout à l'heure. On pouvait faire varier le sens du mouvement sans changer la direction. Ici, j'ai bien un mouvement de translation dont la direction est la droite D et le sens vers le haut. Ici, j'ai la même direction, mais j'ai modifié le sens, je vais vers le bas. Pour caractériser une translation, il faut donc parler de la direction du déplacement, du sens du déplacement, mais il y a une troisième caractéristique. Regardez bien, j'effectue un mouvement de translation. Ici, la longueur du déplacement était de 6 cm. J'effectue une deuxième translation. Ici, la longueur du déplacement est de 12 cm. Dans les deux cas, les deux translations avaient la même direction. C'était la droite D, le même sens, c'était vers le haut, mais elles sont différentes. C'est la longueur du déplacement qui fait la différence. Dans un cas, c'était 12 cm, dans l'autre, seulement 6 cm. Alors, pour caractériser la translation qui nous a permis de transformer la figure 1, ici, en la figure 2, qu'est-ce qu'il faut que je précise? 3 caractéristiques. La direction du déplacement, ici c'est la droite D, le sens du déplacement, c'est vers le haut, et enfin la longueur du déplacement, ici 12 cm. Pour résumer tout cela plus simplement, sans écrire autant de texte, on pourrait utiliser quoi? Dans la vie courante, quand vous voulez préciser le sens d'un déplacement, sa direction, vous allez utiliser tout simplement une flèche. Donc on pourrait préciser ici un point A, un point B. La flèche allant de A vers B, elle indique bien sûr le sens du déplacement. Elle indique la direction, ce serait la droite AB. Elle indique bien sûr la longueur du déplacement qui correspond à la longueur du segment AB. Donc à la place d'écrire tout ce texte ici, je vais tout simplement dire que la figure 2 est l'image de la figure 1 par la translation qui transforme A en B. Je peux donc dire que la figure 2 est l'image de la figure 1 par la translation qui transforme A en B. Je peux bien sûr utiliser deux autres points. Prenons par exemple les points ici C et D. Cette flèche allant de C à D, elle a le même sens, la même direction que celle qui va de A à B, et la longueur du segment CD est la même que la longueur du segment AB. Donc je peux très bien dire à ce moment-là que la figure 2 est l'image de la figure 1 par la translation qui transforme C en D.
je peux déplacer évidemment ici cette flèche. Ça restera toujours vrai. La figure 2 est l'image de la figure 1 par la translation transformant C en D. Oublions notre skieur et prenons maintenant une figure géométrique. J'ai un triangle ABC, je veux réaliser une translation. Il faut que je la définisse, cette translation. Il me faut donc 2 points. On va s'intéresser à la translation qui transforme E en F. Je demande au logiciel GeoGebra de réaliser la translation et j'obtiens donc un triangle A'B', C', qui est l'image du triangle ABC par la translation qui transforme E, ici, en F. B' est donc l'image du point B par la translation transformant E en F. Vous noterez que souvent les images des points par ces transformations du plan, comme la translation, les symétries qu'on a déjà vues, eh bien, on va appeler le point image en utilisant prime. C'est pratique parce que ça nous permet de savoir que B' est bien l'image du point B, C' est l'image du point C, etc. Le triangle A'B', C' est obtenu par un glissement du triangle ABC. Ce glissement, il a pour sens ici le sens allant de E vers F. Sa direction, c'est la droite EF, ce qui fait que si vous regardez la droite BB', elle va être comment par rapport à la droite EF? Parallèle. Il en est de même pour CC' et AA'. Et puis la longueur du glissement, la longueur du déplacement correspond à la longueur ici du segment EF. Je modifie ici la direction du déplacement. Bien sûr que BB' continue à être parallèle à EF, à CC', à A'. Je vais maintenant non seulement modifier la direction, mais je modifie, ça y est, le sens. Et puis, je peux bien sûr modifier la longueur du déplacement. Et si je ne peux pas utiliser les possibilités de GeoGebra, et que je veux, sur une feuille, tracer l'image du triangle ABC par la translation qui transforme E et F. Comment faire? Si j'ai un quadrillage, comme ici, et que E et F sont bien à l'intersection de deux lignes de ce quadrillage, je peux me débrouiller. Si je veux construire ici le point B' qui soit l'image de B, on sait que BB' sera parallèle à EF, donc c'est quelque part sur l'horizontale ici sur cette ligne. La distance correspond à 3 carreaux. Donc 1, 2, 3, GB'. Je peux faire de même avec C', A'. Ensuite, je n'ai plus, bien sûr, qu'à tracer le triangle. Et dans cette situation, comment faire? Je veux placer le point B', que je vais obtenir par glissement, opérer de la même façon que le glissement qui me permet d'aller de E en F. Le plus simple à ce moment-là, c'est de compter les carreaux. Ici, horizontalement, ça va me donner 6 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et verticalement, 3 carreaux. J'opère le même déplacement avec B. Et j'obtiens alors B'. Je fais bien sûr pareil avec C, avec ensuite A. Il ne me reste plus qu'à joindre les points A', B', C'. Comment faire sans quadrillage? On a vu tout à l'heure que si je voulais construire B', l'image de B par la translation transformant E en F, je vais avoir BB' parallèle à EF. Donc je vais commencer par tracer la parallèle à EF passant par B.
je pose l'équerre ici, un côté de l'équerre le long de EF, je prends ma règle, et je n'ai plus, ensuite, qu'à coulisser la règle jusqu'à ce que je passe par B. Je trace la droite, cette droite elle m'aide pour la construction, mais elle ne fait pas partie vraiment de la construction. Donc, je préfère la mettre en pointillé. Je continue, je sais que C' sera sur une droite parallèle à EF passant par C, et je vais faire ensuite de même pour A. La longueur BB' sera bien sûr la même que la longueur EF, donc l'instrument idéal c'est bien sûr le compas. Je prends ici la distance de E à F que je vais reporter à partir de B ici, de même avec C, et avec A. A', CC', BB' ont la même longueur que celle du segment EF. À l'intersection des tracés par le compas avec chaque droite, j'obtiens les points images. Ici, je vais avoir bien sûr B', ici C', et ici A'. Je n'ai plus qu'à tracer le triangle A', B', C'. A', B', C' est l'image de ABC par la translation transformant E en F. Bon, j'ai beaucoup de pointillés dans la construction, il y aurait peut-être moyen de faire une construction plus propre. Si vous regardez le quadrilatère B, E, F, B', qu'est-ce que vous remarquez? C'est un parallélogramme. Bon, vous vous souvenez comment on construisait un parallélogramme? Pour faire B', on va pouvoir utiliser le compas et placer le point qui manque pour avoir le parallélogramme en question. Bon, pour placer B', je sais que B, E, F, B' est un parallélogramme. Les côtés opposés ont la même longueur, donc je sais que la longueur F sera la même que la longueur BB'. Je sais donc que B' est quelque part sur cet arc de cercle. De même, je sais que la longueur EB est la même que la longueur FB'. Donc B' est à l'intersection ici des deux arcs de cercle. Je fais de même avec C et A. On a donc EC qui va avoir bien sûr la même longueur que FC'. Donc mon point C' est quelque part sur cet arc de cercle. EF a la même longueur que CC'. Et je trouve donc le point C'. Pour le point A, je m'aperçois que je vais avoir du mal à écarter le compas aussi loin. Je peux utiliser BB'. Je sais que B', A' sera un parallélogramme. Donc en fait, la longueur BB', qui est égale à la longueur EF, je la retrouve ici sur A'. De la même façon, je sais que la longueur AB est la même que je retrouve ici. Et je n'ai alors plus qu'à relier les points A', B' et C'. Incontestablement, la construction est plus propre, mais c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Il faut que vous voyiez à chaque fois les parallélogrammes. Donc, utilisez la méthode de votre choix. La méthode avec la règle, l'équerre convient très bien, même si celle-ci est plus précise et plus propre. Intéressons-nous aux propriétés de la translation. D'abord, on va revenir sur les transformations qu'on connaît. Bon, la symétrie axiale, la symétrie par rapport à une droite. Ici, A', B', C', est le symétrique de ABC par rapport à la droite D. La symétrie centrale à présent, c'est la symétrie par rapport à un point. Ici, A'2, B'2, C'2 est le symétrique de ABC par rapport au point O.
Et bien sûr, la nouvelle transformation du plan qui nous intéresse, la translation, eh bien A'B', C' est ici l'image de ABC par la translation qui transforme E en F. Observons bien les images des trois transformations du plan. Si je prends la symétrie par rapport à la droite, eh bien, l'image que j'obtiens n'est pas orientée de la même façon que la figure de départ. Regardez bien ici, A'1, B'1, C'1, ABC. Vous vous souvenez que la première fois qu'on s'est intéressé à la symétrie par rapport à une droite, on a plié, en fait. Et la figure qu'on obtient, c'est bien sûr une figure qui est superposable à celle de départ, mais elle n'est pas orientée de la même façon. Voyons maintenant la symétrie de centre O. Regardez bien la figure qu'on obtient, l'image de ABC par la symétrie de centre O. Elle n'est pas orientée de la même façon que la figure de départ. En fait, c'est comme si la figure avait tourné de 180 degrés, d'un demi-tour. Par contre, regardez bien ce qui se passe pour la translation. Puisqu'il s'agit de rien d'autre qu'un glissement de la figure, elle reste orientée de la même façon. Donc la translation, elle ne déforme pas la figure, bien sûr, mais contrairement aux symétries, elle ne change pas l'orientation de la figure. Vous vous souvenez qu'il y avait un certain nombre de propriétés qu'on avait vues pour les symétries. Si je prends B, D, C, ce sont 3 points bien sûr qui sont alignés. Je m'aperçois que par toutes les transformations du plan qu'on vient de faire, l'alignement est conservé. Si je m'intéresse aux distances, aux longueurs, bien, si je prends par exemple le segment BC, il a la même longueur que le segment B'C', B'1, A'1, etc. La longueur est conservée par toutes les transformations du plan, y compris bien sûr la translation. Les aires ici sont conservées. UA, ça signifie unité d'aire. J'ai choisi ici ce petit carré comme unité d'aire. Et puis enfin, les angles sont également conservés. Si je prends l'angle ABC, eh bien, il aura la même mesure que A', B', C', que A'1, B'1, C', etc. Donc la translation, elle conserve les longueurs, elle conserve l'alignement des points, les angles et bien sûr les aires. Observons à présent cette petite animation. Vous reconnaissez quoi? Une grande roue. Vous avez des cabines. Et vous avez dans cette cabine rouge un petit personnage. Regardons à présent la situation suivante. On a ici une grande roue. Vous avez des cabines de différentes couleurs. Vous avez cette cabine rouge où se trouve un personnage. On anime le dispositif. Qu'est-ce que vous pouvez dire du personnage? Est-ce qu'il tourne? Non, il garde toujours la même orientation, le personnage. Il est dans la cabine, il n'y a pas de déformation de la cabine, et elle garde toujours la même orientation. Il n'y a pas de changement d'orientation. On a ici un personnage, comme les cabines, qui est en translation. C'est un exemple un peu étonnant, c'est une translation un peu particulière, on l'appelle une translation circulaire. Le personnage, ici, il est animé d'un mouvement de translation. Regardez bien à présent ce personnage. Il est solidaire ici de l'armature de la grande roue, vous le voyez. On va animer le dispositif, on va se débarrasser d'abord des autres cabines que la cabine rouge. Et ce personnage ici, là, vous voyez qu'il tourne véritablement, il va se retrouver à l'envers. En fait, ce personnage, il n'est pas en translation. Ce personnage, il est en rotation. Rotation, ça vient du latin rotare, tourner. Alors, très important, quand vous avez ainsi un mouvement de rotation, vous allez avoir la figure, ou le personnage ici,
qui change d'orientation, ce qui n'était pas le cas dans le personnage qui se trouve dans la cabine. Ne gardons maintenant que le personnage. Observons bien, le personnage ici, il est en mouvement. On sait qu'il s'agit d'une rotation, mais si on voulait préciser la rotation, il faudrait préciser autour de quoi tourne ce personnage. Donc, il faudrait retrouver ce point qui était en rouge tout à l'heure. Ce point, c'est le centre de la rotation. Le personnage est toujours à la même distance de ce point. Reprenons le personnage de tout à l'heure. Il ne fait plus de ski, il veut faire de la balançoire. Observons le mouvement. Il s'agit bien d'un mouvement de rotation, le centre de la rotation étant haut. Mais comment caractériser cette rotation qui me permet de passer de la figure 1 ici à la figure 2, la figure 2 étant l'image de la figure 1 par la rotation que je viens d'effectuer. Prenons un point A de la figure 1. Si je fais cette rotation, elle transforme A en A'. Mais le déplacement du point est beaucoup moins grand que dans le cas précédent. Dans le cas précédent, j'allais jusqu'ici. Intéressons-nous au déplacement de ce point. Bien, la ligne que décrit le point A au cours du mouvement, ça s'appelle la trajectoire. C'est la trajectoire de A qui est en train de nous intéresser. Alors cette trajectoire, la voici. Regardez bien, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un arc de cercle, bien sûr. Alors, je peux très bien mesurer la longueur de cet arc de cercle et caractériser ainsi la rotation, comme on l'avait fait pour la translation. Ici, par exemple, si je prends comme unité de longueur celle que j'utilise, ça me ferait une longueur, un déplacement de 7,55 unités de longueur. Mais pour délimiter la portion de cercle qui nous intéresse là, l'arc de cercle, il serait plus intéressant d'utiliser ici l'angle entre OA et OA'. Ici, par exemple, je pourrais caractériser la rotation en disant qu'il s'agit d'une rotation dans l'angle est de 94,7 degrés. Prenons la première rotation que nous avons effectuée. Il s'agissait d'une rotation ayant pour centre O et d'angle 110 degrés. Mais est-ce que notre rotation elle est définie complètement? Si je dis que c'est une rotation de centre O ayant pour angle 110 degrés, regardez bien, je pars de la figure 2. J'ai bien une rotation d'angle 110 degrés qui a pour centre O. Et bien sûr, ce n'est pas la même rotation. Qu'est-ce qui est différent? Eh bien, c'est le sens. Il faut donc également préciser le sens de la rotation. Pour ça, on peut très bien utiliser une flèche, comme ceci. À la place d'utiliser une flèche, on peut parler du sens des aiguilles d'une montre. Regardez bien. Ici, en l'occurrence, si vous regardez le sens de cette flèche, vous voyez bien que c'est le sens contraire de celui des aiguilles d'une montre. Si j'ai une rotation dans l'autre sens, je suis bien sûr dans le sens de déplacement des aiguilles d'une montre. On peut donc définir complètement la rotation que nous avions au départ. Le centre de la rotation, c'est O. L'angle de la rotation,
110 degrés dans le sens indiqué par la flèche. La figure 2 est l'image de la figure 1 par la rotation de centre haut d'angle 110 degrés dans le sens indiqué par la flèche, on peut aussi dire dans le sens contraire de celui des aiguilles d'une montre. À remarquer, si je fais une rotation dont l'angle est 180 degrés, vous reconnaissez une transformation du plan. Qu'est-ce qu'on peut dire de la figure 2 et de la figure 1? Elles sont symétriques par rapport au point O. La figure 2 est l'image de la figure 1 par la symétrie par rapport à O. Quand l'angle de la rotation, bien sûr, est 180 degrés. Et si je poursuis pour atteindre un angle de 360 degrés, l'angle le plus important que je puisse obtenir, qu'est-ce qu'on peut dire de la figure 2 et la figure 1? Elles sont confondues. En fait, si vous avez un angle de 360 degrés, l'image d'une figure par une rotation de cet angle, c'est elle-même. Intéressons-nous aux propriétés de la rotation. Ici, j'effectue une rotation de centre O, A'B', C' est l'image de ABC par cette rotation. On peut caractériser cette rotation. Son angle est de 84 degrés. Dans quel sens? Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Je peux donc dire que A'B', C', c'est l'image du triangle ABC par la rotation de centre O, d'angle 84 degrés dans le sens contraire de celui des aiguilles d'une montre. Je retrouve bien sûr le même angle que BOB', ici, AOA', COC', DOD'. Un point et son image sont équidistants du centre de rotation. Contrairement à ce qui se passait pour la translation, on voit bien que la rotation change l'orientation de la figure. Les propriétés sont les mêmes que celles de la translation. Si on prend ici BDC sont 3 points alignés, les images B', D', C' par la rotation sont également alignées. Les distances sont conservées. La distance de A à B est la même que la distance de A' à B'. La rotation conserve les longueurs. De la même façon, qu'est-ce qu'on peut dire des aires? Les aires sont égales. La rotation conserve les aires. Et enfin, si on prend les angles sont également conservés. La rotation conserve les longueurs, l'alignement des points, les angles et les aires. Reprenons à présent la situation de départ. Intéressons-nous à présent seulement aux points A et A'. A' est l'image de A par la rotation de centre haut d'angle 110 degrés dans le sens ici de la flèche. Comment allons-nous, sur une feuille de papier, construire l'image de A par cette rotation? Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? On a vu que la trajectoire de A, c'était une portion de cercle, un arc de cercle. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de la distance OA et de la distance OA'? Ces deux distances sont bien sûr égales. Donc, comment allons-nous faire? Il suffira donc de tracer ici le segment OA, de prendre notre rapporteur. Attention, il faudra travailler dans le bon sens, dans le sens qui est indiqué par la flèche. De prendre, grâce à notre rapporteur, 110 degrés. Et ensuite, il suffira de prendre ici, avec notre compas, un écartement qui correspondra à la distance de OAA, puisqu'on sait que OA est égal à OA'. En résumé, pour construire A', je trace le segment OA, je prends mon rapporteur et un angle de 110 degrés, je trace une droite ici
qui fait un angle de 110 degrés avec le segment OA, et je n'ai plus qu'à reporter la longueur OA avec mon compas pour obtenir à ce moment-là le point A'. On veut construire l'image d'un triangle ABC par la rotation de centre O et d'angle 80 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Il s'agit donc de faire l'image de B, de C et de A. Un conseil, c'est faire un point après l'autre. Je vais commencer par B. Je trace OB avec un crayon de papier de façon très fine. Ensuite, je cherche mon rapporteur. Je sais que j'ai un angle de 80 degrés. Alors attention, 80 degrés, je suis ici. Je sais que le point B' sera quelque part sur cette droite. Là aussi, je le fais au crayon de papier, sans appuyer. Et j'ai plus qu'à prendre mon compas. Et je vais reporter la distance de O à B. Alors attention. Je prolonge si nécessaire la droite, et j'obtiens ici le point B'. Je fais de même ici avec le point A, toujours avec soin ici, on a donc 80 degrés. Si vous constatez, comme ici, que la distance de O à A est vraiment importante, qu'est-ce qui vous empêche de dire que la distance BA, elle sera égale à la distance B'A'? Donc, finalement, comme je sais que A' est sur cette droite ici, j'ai qu'à reporter la distance de B à A, puisque je sais que la rotation conserve les longueurs. Donc ici, j'ai reporté la distance BA et j'obtiens bien sûr A'. J'ai fait de même avec le point C. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je n'ai plus qu'à relier A', B', C'. A', B', C' est l'image du triangle ABC par la rotation d'angle 80 degrés de centre O dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Une deuxième solution permet de présenter le travail de façon un peu plus propre. On démarre toujours par OB, je vais tracer ici l'image de B par la rotation. Je prends tout de suite le compas, je sais que je vais avoir un angle de 80 degrés, donc je prends ici l'écartement entre O et B, et en fait je commence par faire, à ce moment-là, l'arc de cercle. Donc ici, je sais que B' va se trouver ici dans cette zone. Je ne suis pas obligé de faire tout l'arc de cercle. Il me reste alors à prendre le rapporteur. Je sais que je vais avoir donc 80 degrés. Donc là, attention, je prends mes 80 degrés. Et je n'ai plus à ce moment-là, avec la règle, qu'à placer le point B' à l'intersection ici. Bien, vous économisez un trait. De la même façon avec le point C. Je sais que C' sera quelque part ici. 80 degrés. Et comme tout à l'heure, j'obtiens alors le point d'intersection C' ici avec l'arc de cercle. Bien, pour construire A', je vais utiliser la même méthode que tout à l'heure. Ici, A est très éloigné de O, donc avec mon compas, c'est un peu délicat. Donc ce que je vais dire, c'est que le point A, il est à cette distance de B et à cette distance de C. Alors attention, j'ai mon triangle
qui est en rotation, donc je sais que A' est ici, dans cette zone. Je reporte donc la distance de A à B. J'ai A' qui est donc quelque part ici. Ensuite, je n'ai plus qu'à reporter la distance de A au point C. Et je sais donc que A' se trouve ici, sur cet arc de cercle. Il ne reste plus qu'à reporter la distance de A à C. Et à ce moment-là, j'obtiens bien sûr, ici, à l'intersection, le point A'. Je joins alors les points A', B', C'. Transformation du plan, la translation et la rotation. Bon, d'abord revenir sur la notion de transformation du plan. En fait, on en a déjà vu deux des transformations du plan. Si vous prenez la symétrie centrale, de centre O ici, qui transforme F1 en F2, c'est une transformation du plan. De même, la symétrie axiale, qui par exemple ici, la symétrie axiale d'axe D, qui transforme F3 en F4. En fait, ces deux transformations, elles ont été effectuées dans un même plan. Quand vous allez tracer le symétrique, par exemple, de ce triangle ABC par rapport à la droite D, vous travaillez sur la même feuille de papier. C'est-à-dire que vous travaillez dans le même plan. La transformation que vous effectuez de ce triangle de départ, vous l'effectuez sur une même surface plane. C'est pourquoi on appelle ce genre de transformation des transformations du plan. Nous allons voir une nouvelle transformation du plan qui s'appelle la translation. Translation, ça vient du latin translatio, ça signifie l'action de transporter. En fait, quand on va faire la translation d'une figure, on va transporter la figure. Une translation, c'est un déplacement consistant à faire glisser une figure ou un point parallèlement à une droite. Regardez ici cette photo, ça représente ce qu'on appelle un schlitter, quelqu'un qui transporte du bois ici à l'aide d'un traîneau. Eh bien, le déplacement, il s'opère bien parallèlement à la droite D. Le mouvement de ce traîneau, c'est bien un mouvement de translation. On a ici une figure de départ, une figure F1, qu'on va faire glisser parallèlement à AB. Et on va obtenir la figure F2 ici. Qu'est-ce que c'est que la figure F2? C'est l'image de la figure F1 par la translation qui transforme A en B. Alors le fait d'aller de A en B, ça vous indique le sens du déplacement, c'est de A vers B. La direction du déplacement, c'est la droite AB, puis bien sûr la longueur du déplacement, qui correspond à la longueur de AB. Alors on peut résumer toutes ces indications ici par une flèche qui va de A à B. Vous remarquerez que cette transformation du plan, la translation, elle ne déforme pas la figure. Ce n'était pas le cas quand on utilisait la symétrie centrale ou la symétrie par rapport à une droite. On obtenait des figures différentes. Ce n'est pas le cas ici. Vous faites simplement glisser la figure. La translation, elle transforme n en n'. On peut dire que n' est l'image de n par la translation qui transforme A en B. Puisqu'on a opéré un glissement parallèle à AB, on a bien sûr les droites NN', UU', AB, TT', etc. qui sont parallèles. En fait, puisqu'on obtient une figure identique, qu'est-ce qu'elle conserve, la translation? Elle conserve l'alignement. On a UTP qui sont alignés, U', T', P' sont également alignés.
Elle conserve bien sûr les longueurs, elle conserve les angles, et puis les aires bien sûr, puisque les deux figures sont superposables. Alors comment construire l'image d'un point par une translation? Supposons qu'on veuille construire le point M', image de M par la translation qui transforme A en B. Alors qu'est-ce que je fais? Je trace d'abord la droite parallèle à AB qui passe par M. Ensuite, à l'aide du compas, je prends ici la distance AB et je la reporte à partir de M. Une autre transformation du plan, la rotation. Bon, la rotation, ça vient du latin rotatio qui signifie l'action de faire tourner. Une rotation, c'est un déplacement permettant de faire tourner un point ou une figure d'un certain angle autour d'un point O. Ici, la figure F2, c'est l'image de F1 par la rotation de centre O et d'angle 55 degrés. Mais dans quel sens? Attention, ici c'est dans le sens contraire de celui des aiguilles d'une montre. On a ici la figure F2, qui est l'image de la figure F1 par la rotation de centre O et d'angle 70 degrés. Dans quel sens? Dans le sens là des aiguilles d'une montre. Alors attention, c'est parfois difficile de l'imaginer quand vous avez par exemple cette lettre F qui est en train de tourner. Vous voyez qu'elle change de position avec la rotation. Autre chose d'important, OP est égal à OP'. Bon, de la même façon, j'ai N' qui est l'image de N par la rotation, donc ON est égal à ON'. Alors bien sûr, la rotation, elle conserve l'alignement des points, elle conserve bien sûr les longueurs, elle conserve les angles, et puis bien sûr, les deux figures étant superposables, les aires des figures sont égales. Alors comment construire le point M' qui est l'image de M par une rotation? On va supposer qu'on s'intéresse à une rotation de centre O d'angle 30 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. On commence par tracer un arc de cercle à partir de M dans le sens en question. Ensuite, avec un rapporteur et une règle, on va tracer une demi-droite d'origine O qui fait un angle de 30 degrés avec la droite OM dans le sens de la flèche. Et M', c'est bien sûr le point d'intersection de l'arc de cercle et de la demi-droite.